Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir à nouveau de vous parler aujourd'hui. Vous m'entendez bien? Alors, aujourd'hui, on va aller plus loin au niveau de l'utilisation avancée d'InfoSol avec un regard particulier sur tout ce qui peut être donné des indices, de l'information en regard avec la santé des sols. Alors, un regard plus agronomique sur l'information qu'on peut trouver. Des exemples d'application, des exemples d'utilisation concernant la santé et la conservation des sols qui peuvent être enrichis avec l'utilisation de l'application InfoSol. Au fond, il est possible de trouver rapidement, facilement la série de sols d'une parcelle en culture puis ses caractéristiques décrites dans le rapport de l'étude pédologique. Également, ça permet de vérifier l'uniformité des cultures en utilisant les images d'été. C'est possible également de diagnostiquer l'état de santé des sols, dans certains cas, d'aider à ce diagnostic-là en validant si on retrouve certains indices au niveau de la compaction des sols. On peut également aider le diagnostic de la qualité du drainage de surface, faciliter les recommandations d'aménagement. On peut également utiliser InfoSol pour s'aider dans le diagnostic de l'efficacité du drainage souterrain existant. Et également utiliser InfoSol et les données qu'on y retrouve pour repérer les sites d'érosion en ravine et les zones cultivées vulnérables à l'érosion de surface. Aujourd'hui, l'objectif du webinaire, ça va être davantage d'expliquer plus à fond le potentiel de l'application InfoSol et de différents types de données géomatiques pour diagnostiquer la santé des sols et des cultures. Le webinaire s'adresse principalement aux conseillers agricoles qui connaissent déjà cette application ou qui ont visionné le webinaire du 12 janvier, Introduction à l'application InfoSol, qui sera également disponible en différé. Aujourd'hui, au fond, on va aller plus à fond sur certains éléments, notamment la pédologie, que je voulais revenir sur certaines informations à prendre en compte. On va aller plus à fond également dans l'interprétation des images de printemps, au niveau des images d'été également. On va davantage explorer le relief qui est dérivé du lidar. On va également se pencher sur la combinaison des différentes couches dans une analyse agronomique, si on veut, de l'information parcellaire. Et finalement, on va faire démonstration sur InfoSol de différentes opérations qui sont utiles pour justement s'aider et être efficace avec l'utilisation d'InfoSol. Le premier élément que je voulais revenir au niveau de la pédologie, les pédologues nous avertissent toujours qu'il y a tout de même une précision des études pédologiques qui est variable. Dans le temps, la résolution, la densité des profils pédologiques qui ont été réalisés ont varié. C'est pour ça qu'on a des échelles de cartographie qui sont différentes selon les années de réalisation. Mais même pour les plus récentes études pédologiques, les pédologues nous avertissent quand même à l'effet que, bon, on retrouve cette mention-là dans les rapports pédologiques. Nous voudrions mettre en garde l'utilisateur qui voudrait agrandir l'échelle d'une partie ou de l'ensemble de la carte de sol. Cette pratique a pour conséquence d'amener les limites des délimitations à une précision dépassant celle obtenue par cette étude réalisée à l'échelle du 1/20 000. C'est une mention qui a été mise pour l'étude pédologique du comté de Saint-Hyacinthe. Au fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut un peu se méfier avant d'utiliser les démarcations à l'échelle d'un champ et de segmenter vraiment juste basé sur ces informations-là. Il faut également utiliser d'autres informations avant de créer des zones de gestion et de séparer, disons, nos analyses de sol à l'intérieur même d'une même parcelle. Je trouvais ça important de revenir sur cette notion-là. Le groupe de couches concernant les sols, au fond, vous permet d'avoir différents affichages. La première couche, la pédologie avec les limites, ça permet de voir les limites des changements des types de sols avec les infobulles et les étiquettes disponibles, tout en gardant un peu une vision du fond de carte qui peut être très utile de garder un fond de photo aérienne de printemps, par exemple, ou d'autres photos pour voir un peu où se situent les jonctions. On a également la couche de potentiel ARDA.
qui est une couche également qui nous renseigne sur le potentiel global du terrain pour la production agricole et quelles sont les principales limitations. Alors, c'est une couche également qui est offerte dans InfoSol. On a également une option d'afficher selon les polygones de couleurs correspondant aux grandes classes de sol pour un visionnement localisé qui est plus rapide des grands types de sols. Également, il y a une version qui permet d'afficher le type de sol plus précis, mais avec un gradient de couleur très varié. Également, d'avoir une couche qui permet de donner un indice sur le drainage naturel au fond du type de sol qu'on y rencontre, qui ne tient pas nécessairement compte des améliorations de drainage de surface ou souterraine qui auront été faites à travers le temps, par contre. Ça complète pour ce qui est de la pédologie, mais le deuxième point, je vais aller plus en détail pour vous parler d'images de printemps, puis l'interprétation qu'on peut faire de ces images-là à différents égards pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau de nos sols. Il y a une période optimale pour des photos d'images de printemps. On parle soit de photos qui ont été prises par avion en photo aérienne, ça pourrait être même par drone, mais on n'aura pas ce type de produit-là dans InfoSol. Ça pourrait être par image satellite également. La période optimale pour ce type de photos-là, pour nous révéler le maximum de choses intéressantes, finalement, on parle après la fonte de la neige, mais avant les travaux des champs. Alors, on cible surtout le mois d'avril où ces photos-là nous offrent un créneau intéressant pour voir le sol à nu avec un assèchement variable du sol. Ça permet de voir plusieurs phénomènes au fond. On va avoir une idée de la différence de texture du sol parce que le sol étant à nu souvent, sauf s'il y a des résidus, on va avoir une idée des couleurs du sol et qui parfois vont se refléter au niveau du changement de type de sol selon les zones. Le drainage souterrain, l'égouttement de surface et les problèmes d'érosion. On va voir des exemples un petit peu plus loin. On a ici un exemple où justement une image de printemps d'avril 2006. On a un secteur où un champ est recouvert de résidus. Parmi d'autres champs qui sont travaillés, on voit rapidement que les champs recouverts de résidus, on ne voit pas vraiment les nuances de teinte des sols, alors que les sols à nu, on va voir un gradient d'assèchement, si on veut, qui peut correspondre souvent à des types de sols différents, des séries de sols différentes qui réagissent différemment. Également, la couleur, parce que de plus en plus, on travaille avec des images de couleur. On voit un autre exemple où la couleur, pour nous donner un indice, la partie du champ qui va avoir une plus forte proportion en sable versus une autre partie du champ qui va avoir une plus forte proportion en limon et en argile. On voit un autre exemple ici où, à ce moment-là, on voit la disposition du système de drainage souterrain. Au fond, ce qui arrive, c'est qu'au printemps, les sols vont s'assécher plus vite au-dessus des drains, ce qui devient parfois visible sur les photos. Ce n'est pas nécessairement... Évidemment, ce phénomène-là va varier selon le type de sol, va varier selon l'infiltration. Ça ne veut pas dire que si on voit les drains, c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, mais on peut utiliser cette information-là pour différentes analyses, entre autres de vérifier l'uniformité de fonctionnement du réseau de drainage. Également, dans certains cas, on peut s'apercevoir que certaines photos permettent de vérifier si les drains ont tous été posés. Historiquement, des fois, les réseaux de drainage étaient faits par section et puis il y a peut-être certains oublis qui n'ont pas été complètement, certaines parties qui n'ont pas été complétées. Également, les images de printemps vont nous renseigner au niveau de l'égouttement de surface. On a ici un exemple qu'on voit visuellement un problème récurrent majeur d'égouttement de surface. On a validé également que ça correspond à une cuvette sur le relief, mais on voit la teinte beaucoup plus foncée que ces zones-là peuvent avoir au printemps parce que le sol
a beaucoup plus de difficultés à s'assécher que le sol environnement qui est plus asséché rapidement. Également, les problèmes d'érosion. On a ici une photo qui a été prise sur le terrain d'un phénomène et à quelques jours de différence, on a la photo aérienne qui montre que la visibilité du phénomène aussi. Alors, ça peut être un autre indice, là, ces photos-là, de localiser les problèmes d'érosion de façon efficace. On a d'autres types de problèmes qui sont visibles avec des images de printemps. On a ici différents exemples comme un ravinement en bordure de champ, des ravinements qui sont plus au niveau de la berge, un ravinement qui se prolonge qui est plus au niveau du champ. Alors, c'est les apparences que ça peut nous indiquer. Puis à ce moment-là, on sait davantage où aller vérifier sur le terrain, puis si on veut corriger ce type de problème-là avec le producteur. Il faut quand même se méfier de la photo-interprétation. Il y a quand même une certaine habileté à développer. Puis des fois, on peut avoir de la confusion avec d'autres phénomènes. Par exemple, à gauche ici, ça peut être une rigole qui a été créée volontairement par le producteur agricole pour égoutter un secteur qui est mal égoutté. Et à droite ici, ça peut ressembler à un ravinement alors qu'il s'agit tout simplement de l'ombrage d'un petit arbre qui va avoir une apparence semblable aussi. Fait qu'il faut toujours faire attention, puis au besoin aller valider sur le terrain. Également, un petit mot pour dire que ces photos de printemps-là, l'avantage, c'est qu'à une résolution comparable, ben, ces phénomènes-là vont être plus visibles que des photos d'été où la végétation va tendre à cacher ces phénomènes-là, surtout dans les bandes riveraines. Alors, on a un exemple ici où le phénomène n'est pas du tout visible sur la photo d'été. Ce qui nous amène au prochain bloc où on va parler davantage des images aériennes d'été. Alors, pour faire l'interprétation de ces photos-là, au fond, on regarde au niveau de l'uniformité de la couleur. Nous, en Montérégie, on a beaucoup travaillé avec la photo-interprétation dans le maïs et le soya, qui nous donne une bonne corrélation. Par contre, il faut faire attention au niveau de prairies et de céréales. Ce n'est pas nécessairement la même façon d'interpréter les photos et la même efficacité non plus. Alors, c'est d'apprendre un peu à distinguer les différents types de variations. C'est pour ça que je vais vous montrer différents exemples qui résultent de différents types de pratiques, différents types de façons de faire pour reconnaître les mêmes patterns dans le futur. Également, on s'appuie aussi sur les autres informations pour valider nos constats, nos impressions au niveau des photos aériennes, de relief, de profil qui seraient faits sur de profil de sol ou de profil d'élévation qu'on va également utiliser dans InfoSol. Ça peut nous servir également pour comparer l'efficacité des changements effectués dans le temps, c'est-à-dire si on a des images avant intervention versus des images après intervention. À ce moment-là, c'est intéressant pour voir si on a changé la situation avec des façons de faire différentes dans nos champs de façon rapide, si on a des photos disponibles. Alors, on va avoir différents exemples que je vais vous présenter au fond. En principe, dans un champ qui a le même hybride, la même culture, la même variété, on devrait avoir une uniformité des teintes là, au niveau de photos qui ont été prises au mois de juillet-août. Normalement, on devrait avoir une zone on devrait avoir un vert qui est plus dense, qui est plus foncé pour les zones qui ont un potentiel de rendement plus normal. Et on devrait avoir une signature de plus jaune, jaune-vert, jaune palotte pour les parties qui sont plus en trouble. On a ici un champ où ça pourrait indiquer que au niveau de l'uniformité d'épandage de l'azote, il y avait un problème d'application uniforme en fin du compte. Là. Ça pourrait ressembler à un type de problème comme ça parce que le pattern s'apparenterait davantage à ça.
On pourrait se faire questionner et dire oui, mais ça, c'est beau les différentes de couleurs, mais est-ce que c'est vraiment ça corrobore des changements significatifs au niveau des rendements, au niveau des cultures? Bon, on a fait dans le passé des validations pour s'assurer que c'était le cas, là, que ce n'était pas juste une différence qui se résorbait en toute fin de saison avec des photos et des données de capteurs de rendement de la même année. Il y a des validations qui ont pu se faire. Par exemple, on a ici une zone vert foncé avec une moyenne de rendement de 9,8 tonnes par hectare et une zone vert pâle avec 4,8 tonnes par hectare pour l'analyse de la zone. On a une autre validation ici où on a une différence de 8,8 tonnes hectare moyenne dans la zone analysée versus 10,9 tonnes hectare. On voit ici la signature sur les photos. Alors, ça nous amène à penser que ces différences-là résultent à la fin de la saison souvent, en tout cas, dans des différences de rendement qui se concrétisent. Quand on regarde à un niveau plus, au fond, élargi dans les différents secteurs, on a ici quand même une année qui était plus difficile, l'année 2009, où la pluviométrie était très forte en juillet. Alors, les champs qui avaient des excès d'eau, des problèmes d'infiltration, des problèmes de ruissellement, ben, il y a eu des difficultés pour les cultures à surmonter ce trop grand, ce surplus d'eau-là, finalement, là, le manque d'oxygène pour les racines, etc. Mais ce qui est intéressant, par contre, de constater, c'est que dans un même secteur, avec les mêmes types de sols, les mêmes cultures, ben, il y a des champs qui s'en tirent mieux que d'autres. Alors, ce n'est pas une différence de pluviométrie qui a changé du tout au tout avec la ligne du fossé. Il faut regarder du côté des pratiques agricoles pour expliquer pourquoi certains champs s'en tirent bien, pourquoi certains champs s'en tirent moins bien. Il y a peut-être des leçons à tirer en faisant ces analyses-là plus précises. Un autre exemple ici où on retrouve dans le même secteur des champs qui s'en tirent très bien, dans les mêmes conditions, des mêmes types de sols, mêmes types de cultures, versus des champs qui s'en tirent beaucoup moins bien. Il y a peut-être lieu de trouver les meilleures recettes pour justement utiliser des bonnes approches, même les années difficiles. Puis par rapport justement aux lignes de drain qu'on voit visuellement sur les photos aériennes, il faut se questionner, est-ce que c'est parce que justement on manque de drain, il faut doubler les drains partout, ou bien c'est justement, c'est-tu vraiment le rabattement de la nappe phréatique qui est problématique dans la zone, ou c'est que l'eau a de la difficulté à s'infiltrer ou à ruisseler dans ces zones-là? Alors, on a des exemples des fois qui nous montrent, par exemple, ici, on a un sous-secteur qu'on voit qu'il y a un doublage de drain qui a été fait. Malgré ça, le champ s'en tire pas tellement mieux que les champs voisins qui ont un drainage qui n'a pas été doublé. Peut-être qu'on compte trop sur le drainage souterrain pour absorber l'eau de surface. Ces photos-là peuvent nous donner des indices à savoir si dans le secteur qu'on travaille, dans l'entreprise agricole qu'on étudie, si c'est le cas ou pas. Ça nous aide à nous éclairer lorsqu'on va aller voir sur le terrain, faire des profils, pour voir qu'est-ce qui se passe. On voit ici l'effet du posage d'un drain. Souvent, ça va avoir un effet à travers le profil pour créer comme une fente. Et peut-être c'est pour ça que les maïs, les plants de maïs qui vont pousser directement au-dessus, vont avoir quand même pendant longtemps cette fente-là privilégiée pour que leurs racines à eux s'infiltrent davantage puis qu'il n'y ait pas de surplus d'eau à ces endroits-là. Par contre, doubler les drains dans des conditions comme ça, est-ce que vraiment on vise la nappe phréatique ou on est dans une approche de décompactage de luxe? Il faut se poser la question avant d'investir dans le doublage de drain quand même. D'autres patrons d'images d'été, au fond, qui peuvent apparaître. On a ici un champ qui, somme toute, semble avoir un problème de manque d'azote généralisé. Alors, on voit qu'à ce moment-là, la teinte verdâtre
vert pâle, jaunâtre, au fond, est généralisé d'un bout à l'autre sur toute la largeur du champ. Fait qu'à ce moment-là, ça pourrait pointer vers ce type de problème-là. Il faut toujours valider, évidemment, c'est juste un indice. On a ici un exemple qui pourrait plus pointer vers une application non uniforme du fertilisant, où à ce moment-là, on voit que c'est vraiment des bandes élargies, mais qui ne couvrent pas toute la largeur. Alors, les images aériennes d'été, finalement, c'est un outil pour apprendre, réfléchir et faire les bons choix. C'est un outil qui est sous-exploité aussi. C'est pour ça que je suis content aujourd'hui de prendre un peu de temps pour vous remettre ce contenu-là à l'avant. Il ne faut pas oublier non plus que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Alors, il y a intérêt de vérifier la fréquence d'un phénomène à la lumière de la pluviométrie de l'été. On peut, si on a une année qui nous révèle une zone de problème importante, qui baisse qui a un effet sur le rendement, mais cet effet-là se produit une année sur 10, peut-être qu'il n'y a pas un grand gain à faire des correctifs ou à envisager de faire des grands changements ou des changements importants pour une année sur 10, finalement. Fait que de vérifier si c'est des problèmes récurrents, des fois, c'est très utile. Puis de voir aussi, parfois, c'est des secteurs différents qui vont moins bien produire les années de sécheresse et les années de forte pluviométrie, bien, c'est d'autres secteurs qui vont moins bien produire. Est-ce qu'on peut trouver des façons de faire qui vont nous donner à nos parcelles, nos sols, plus de résilience dans toutes les conditions? C'est un peu le défi qu'on a avec l'arrivée des changements climatiques, où au fond, on a des variations qui sont de plus en plus fréquentes et importantes en termes de déficit hydrique et de forte pluviométrie. Fait que je pense que les défis de travail à cet effet-là vont continuer. Nous, en tout cas, ce qu'on est venu qu'à penser avec la photointerprétation, l'analyse des photos en région, il y aurait plus d'attention à porter au niveau de prévenir la compaction des sols, optimiser l'infiltration d'eau, améliorer le drainage de surface, puis également de regarder au niveau des mouvements d'eau dans le sol, des phénomènes comme les nappes perchées, ces choses-là peuvent aussi être significatifs à l'échelle des champs. Quelques mots aussi pour vous mentionner que, au fond, un outil complémentaire très intéressant, c'est l'application Google Earth en complément d'InfoSol. Ce qui est intéressant avec Google Earth, c'est qu'il y a une collection plus étendue d'images satellites de précision, puis que la précision de ces images-là est assez intéressante. Ça permet également de connaître les dates des images. Il y a une image Google qui est fournie dans InfoSol, mais on ne connaît pas dans InfoSol la date, l'année et la date de cette image-là, de ce fond de carte-là. Google Earth nous permet d'aller retrouver quelle année l'image qu'on visionne dans InfoSol a été prise. Et aussi, ça nous offre aussi d'autres images qui sont gratuites. Puis c'est assez facile d'utilisation. J'ai ici le lien pour le télécharger. C'est facile de googler ça puis de le trouver aussi. On a ici, au fond, un panorama de Google Earth. On a simplement tapé l'adresse où ce qu'on veut regarder le site. Et on a ici l'icône qui nous permet de consulter l'image d'archive et de faire afficher, au fond, la barre de défilement et de voir, au fond, s'il y a d'autres images d'été ou de printemps. C'est les deux périodes qui nous apportent le plus d'informations au niveau, je dirais, agronomique, là. Tandis que les images d'hiver et de fin d'automne révèlent d'habitude moins d'informations intéressantes. Je voudrais aussi dire un petit mot sur une autre source d'imagerie d'été, en fait d'imagerie sur toute l'année qu'on a découvert récemment, que j'encourage les gens à explorer. C'est les images satellites de Sentinelle. Il y a 2 satellites Sentinelle qui sont en orbite présentement de l'Agence spatiale européenne. Et ça fournit des images satellites prises à tous les 3-5 jours, mais à une résolution de 10 mètres au pixel. C'est intéressant pour la fréquence, mais par contre, la résolution est plus
plus grossière, si on veut. C'est gratuit et c'est facile d'utilisation pour le visionnement. Vous avez ici l'adresse pour essayer vous-même le site. Il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit. Vous y allez avec votre navigateur Internet. Il est préférable d'éviter Internet Explorer, il fonctionne un peu moins bien, mais tous les autres navigateurs Internet vont bien fonctionner avec ça. Puis il n'y a pas besoin de créer de compte, rien de ça. On a un accès très rapide et assez facile pour se retrouver. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les images sont disponibles tout de suite après le passage du satellite. Souvent, les projets d'orthophoto, il faut attendre plusieurs mois avant que le produit soit complètement orthorectifié, placé, etc., corrigé. Ces produits-là sont disponibles rapidement, ce qui ouvre des possibilités qu'on n'avait pas avant. Il y a différentes combinaisons de bandes spectrales, comme la photo couleur, photo infrarouge, également des couches thématiques au niveau de l'indice de végétation, puis les thématiques agricoles. Il reste qu'il y a un potentiel à ça, mais qui est à valider au niveau de l'uniformité des cultures, de l'assèchement des sols, les types de sols, puis les couvertures de sols. Alors, il y a du travail qui reste à faire. On a un exemple ici du panorama qui est offert. On voit quand même qu'on peut déceler des champs plus uniformes, qui manquent d'uniformité versus des champs qui ont plus d'uniformité. Alors, c'est intéressant, puis il y a du potentiel à valider de ce côté-là. On va revenir à Infosol pour parler un peu de LIDAR, parce que Infosol héberge les données dérivées du LIDAR, mais beaucoup pourraient se demander, c'est quoi ça, le relevé LIDAR? C'est l'abréviation de Light Detection and Ranging, ça c'est ce que veut dire le terme LIDAR. C'est un passage par avion qui est fait avec des pulsations laser, infrarouges, non, excusez, laser seulement. Et ces pulsations-là, le retour est enregistré avec des appareillages très précis à bord de l'aéronef, ce qui fait en sorte que beaucoup de données avec un balayage qui est fait sur souvent à peu près 1 kilomètre de largeur, avec une densité de points qui est très élevée. Et l'ordinateur obtient des données brutes qui comprennent à la fois des retours de sol, mais aussi des retours qui ont rebondi sur la végétation existante. Alors, il y a des logiciels informatiques qui permettent de départager les deux types de retours. Et à ce moment-là, ce qui est conservé pour qu'est-ce qui nous intéresse, généralement, nous, c'est au fond les données classées sur le sol. Et ça nous permet même d'avoir dans les zones boisées un relief qui est assez fiable, qui est très fiable. On parle de 3 à 4 pouces ou 10 cm à peu près d'erreur possible. Avec ce nuage de points-là, il y a une interpolation qui est faite parce que certains mètres carrés n'ont pas eu de points d'élévation. Certaines autres surfaces peuvent avoir eu 2-3 points d'élévation pour le même mètre carré. Alors, il y a comme un filtrage qui est fait à l'ordinateur pour conserver, faire une matrice qui a une seule valeur par mètre carré de terrain. Alors, c'est une donnée. Déjà là, le MNT, le modèle numérique de terrain matriciel, c'est une donnée dérivée des points d'élévation qui ont été obtenus avec le passage de l'avion. Il y a différentes données dérivées qui sont très utiles. Nous, ce qu'on a inclus dans Infosol, au fond, c'est vraiment ces données-là, les dégradés de couleurs, les courbes de niveau ou les isolignes, l'ombrage, les cuvettes, les tracés d'écoulement, les profils d'élévation également qu'on peut produire avec les données. Pour ce qui est des dégradés de couleurs, au fond, c'est une astuce pour rendre visuel, au fond, le relief, les zones hautes puis les zones basses. À l'échelle d'un champ, on peut voir ici ce que ça donne. La zone rouge est la zone la plus élevée, la zone bleu foncé, la zone plus basse. Ça va bien, ça, si on a un dégradé qui est à l'échelle du champ, mais si on examine toute une région, comment on peut s'y prendre, au fond? Ce qu'on a fait comme astuce dans Infosol, c'est que si on avait pris, disons, toute la Montérégie, puis on avait fait un sol dégradé,
peut-être qu'on aurait été, les zones élevées auraient toutes été au pied des monts Rougemont, des zones plus élevées, puis les zones des basses terres auraient été toute la même teinte, ça n'aurait pas été très aidant. Alors, ce qu'on a fait, c'est que c'est des modèles numériques de terrain qui ont été découpés pour ce qui est des parcelles agricoles et avec des zones de 5 km par 5 km pour qu'on ait dans le même visionnement d'image, au fond, tout le secteur qui est sur un même échelonnage de couleurs. Au fond, on a aussi des courbes de niveau. Une façon d'interpréter les courbes de niveau, finalement, une courbe de niveau, ça va être une ligne qui réunisse des points qui ont la même altitude. Alors, quand on a une courbe de niveau qui est très, très éloignée de l'autre courbe de niveau, à ce moment-là, on est dans un secteur de faible pente. À l'inverse, si nos lignes sont très rapprochées, on est dans un secteur, évidemment, de pente forte. Fait que déjà là, on peut avoir une idée où sont nos pentes faibles, moyennes et fortes en voyant, au fond, à quel point les courbes de niveau sont rapprochées, parce que chaque courbe de niveau, dans ce cas-ci, montre une différence d'élévation de 10 cm. Dans InfoSol, on a le choix d'afficher des courbes aux 10 cm, 20 cm, 50 cm ou 1 mètre. Également, il faut penser, quand on interprète un relevé avec courbe de niveau, que l'écoulement de l'eau va se faire perpendiculairement aux lignes. La goutte d'eau va chercher toujours à aller du point haut vers le point bas. Alors, elle va suivre le chemin le plus direct pour ce faire. Elle va avoir donc tendance à aller directement perpendiculairement aux lignes, aux courbes de niveau. InfoSol aussi contient, on a pu créer au fond des zones de cuvette pour inclure comme données dans InfoSol à partir toujours du modèle numérique matriciel. Également les tracés d'écoulement. Et ces tracés d'écoulement-là, une fois qu'ils sont générés, on peut les afficher indépendamment. On n'est pas obligé de les afficher seulement avec le relevé LIDAR. Puis à ce moment-là, il faut comprendre aussi que c'est intéressant d'afficher ça en combinaison avec les photos de printemps, parce qu'on peut voir si les zones où le ruissellement se concentre, si l'assèchement, justement, dans ces zones-là, se fait moins bien. Et aussi de comprendre qu'en terrain plat, l'égouttement est toujours plus difficile perpendiculairement au sens du semis aussi. Alors, dans ces zones-là, ici, par exemple, parce que la goutte d'eau, pour s'échapper vers le fossé, elle doit traverser chacun des rangs. C'est plus difficile avec le passage de la machinerie qui est dans l'autre sens, surtout dans les terrains plats comme on a en Montérégie en bas de 0,5 % de pente. Pour rendre visuel le relevé LIDAR, ce qui est offert dans InfoSol, au fond, c'est une combinaison du modèle numérique de terrain, en fait, le dégradé de couleur, avec l'ombrage semi-transparent, qui sont fondus ensemble pour offrir un MNT qui comprend déjà un ombrage, qui donne déjà une impression de relief, parce que l'ombrage nous donne une impression tout de suite de 3 dimensions. Fait que ça enrichit beaucoup l'interprétation, finalement, du modèle du dégradé de couleur pour savoir où sont les versants, les pentes, etc. Les courbes de niveau, parfois, ça peut être un défi quand on interprète ça, surtout pour les polygones fermés. On peut se demander, est-ce qu'il s'agit d'un creux? Est-ce qu'il s'agit d'une cuvette? Quand on est dans un champ où justement on a plein de ces mini-cuvettes-là. Il y a plusieurs astuces qu'on peut faire là, pour mieux saisir rapidement qu'est-ce qui est une bosse, qu'est-ce qui est un creux. On peut faire afficher l'InfoSol, au fond, les étiquettes d'élévation, mais on voit ici que c'est assez lourd à visionner si on regarde tout un champ qui a beaucoup de polygones fermés de ce sens-là. Une autre astuce, ça peut être de faire afficher les cuvettes au fond, parce que là, tout de suite, on va voir que la plupart des cuvettes la plupart des polygones fermés qui sont plus bas, au fond, vont s'afficher avec l'affichage de cuvettes. Et les autres polygones fermés, au fond, c'est plus comme des butons qui sont plus hauts que l'élévation environnante.
Alors, on a ici, par exemple, une seule image va nous représenter beaucoup d'informations avec le dégradé de couleur qui nous montre les zones élevées, les zones basses. L'ombrage semi-transparent qui va nous montrer davantage une apparence de relief. Les courbes de niveau qui vont nous donner, comme je vous dis, plus ils sont rapprochés, plus on a des pentes fortes, plus ils sont éloignés, plus on a des pentes faibles. Les tracés d'écoulement, bon, lorsqu'il y a une concentration de ruissellement que l'eau n'est pas capable de s'infiltrer, ben, forcément, elle peut avoir à ruisseler, puis ça va être les endroits qu'elle va souvent choisir en fonction du relief pour trouver le plus rapidement possible la zone basse et sortir du champ. En plus, on a les cuvettes qui vont nous indiquer où on peut avoir de l'accumulation d'écoulement avant que l'eau continue à ruisseler. Le profil d'élévation aussi, c'est un outil intéressant d'infosol. On a ici l'indication de l'icône à utiliser. Et on peut appliquer cette ligne-là n'importe où, qu'on affiche ou non le modèle d'élévation en même temps. L'information va apparaître. Les deux types de pentes, il y a un calcul de pente qui est fourni. La pente de différence de dénivellation va être plus utile pour, par exemple, regarder à poser un drain ou à choisir une pente uniforme d'un fossé qu'on va choisir ou là, si on n'a pas une grosse différence de profondeur avec le sol environnant, ce n'est pas tellement grave si on veut prioriser une pente uniforme sur toute la longueur. Par contre, la pente de régression linéaire simple, ben, ça va être une pente qui va être plus adaptée à des opérations de nivellement qui permettent de mieux balancer les bosses puis les creux. Il faut dire qu'un faux sol n'est pas adapté pour planifier du nivellement, mais je sais que certains opérateurs s'en servent un peu dans ce sens-là aussi quand même. Une autre donnée dérivée du relief, au fond, il s'agit des pentes de terrain. C'est quand même une manière efficace de cibler les parties les plus vulnérables à l'érosion de surface. On a ici l'échelle des couleurs qui est affichée. Tout ce qui tombe dans le orange et le rouge, on est dans des zones, dans des risques plus élevés d'érosion. Et souvent, ben, surtout en plus, si ça correspond à des zones que une concentration de ruissellement qui se produit. On voit sur la photo de printemps ici que 4 de ces traces de ruissellement-là correspondent à des ravins d'écoulement. Alors, c'est quand même une façon efficace de cibler où il y a plus de risques d'érosion à l'intérieur de notre secteur. Avec le temps, au fond, on a ciblé un paquet de problèmes rencontrés depuis l'avènement de la microtopo, puis ensuite du LIDAR. On a des champs qui ont des problèmes de cuvettes en plein milieu, des champs qui peuvent avoir des multitudes de baissières, des champs qui ont des baissières en diagonale, des champs qui peuvent avoir des vestiges de fossés, des champs avec de grandes cuvettes. Dans certains cas, des champs qui sont même trop plats, qu'il n'y a pratiquement plus de pente pour que l'eau voyage en surface. Ça peut être problématique si on a une mauvaise infiltration. Là. Aussi, des terres, au fond, l'épandage de terres de décharge en bout de champ, ça peut créer comme un barrage pour l'égouttement du champ, l'égouttement de l'eau qui vient du champ. C'est un problème qu'on voit souvent, ça aussi. Là, quand on arrive à combiner plusieurs couches, au fond, on peut utiliser, par exemple, les images d'été 2009 pour voir, les images d'été de n'importe quelle année, pour voir sont où les zones, identifier les zones de mauvais rendement. Ça peut nous aider, en ayant différentes couches, mais là, on peut commencer à regarder quelles peuvent être les causes les sources ou des indices à cet effet-là. Ici, quand on regarde avec le relevé d'élévation, ben, on s'aperçoit que la plupart de ces zones-là correspondent à des zones qui sont des baissières. Alors, l'idée d'améliorer l'infiltration ou d'améliorer finalement l'égouttement de surface avec un nivelage de précision, ben, ça peut être intéressant. D'autres exemples où on combine finalement différentes couches d'informations, on voit, on vérifie l'uniformité de culture avec les photos d'été. Les photos du printemps permettent de voir est-ce que l'assèchement du sol est problématique, est-ce qu'il est retardé par rapport au sol environnant. On voit ici, en plus, qu'on
On distingue même une petite ligne plus pâle. Souvent, c'est une ligne où il y a des résidus de culture qui ont flotté et qui se sont accumulés. Donc, il y a eu de l'accumulation d'eau au printemps, possiblement dans cette zone-là. On se rend compte que la photo aérienne historique montre que c'était anciennement le tracé d'un cours d'eau. Fait qu'on a changé l'aménagement de surface avec le temps. Le relevé relief nous montre qu'on a une zone plus basse ici qui piège l'eau dans notre secteur. Alors, on a plein d'informations, le relevé, le profil d'élévation, pour connaître quand même beaucoup d'informations sur le type de problème, le type de situation qu'on a qui a pu causer des problèmes de couches de rendement sur les images d'été. On va avoir quelques minutes pour aller en live sur Infosol. On va essayer de faire ça quand même assez vite. Alors, il y a plusieurs informations. Là, on va tomber plus dans la démonstration sur Infosol, comment faire différentes opérations dans Infosol. Il y a plusieurs gens qui se demandent un petit peu comment s'y prendre pour faire, même la semaine passée, j'ai eu des demandes pour faire des validations. On a des outils de mesure qui peuvent être utilisés dans Infosol pour mesurer des distances. Ça, c'est un exemple d'utilisation d'outils de mesure pour ce qui est des longueurs. On peut aussi faire des mesures qui vont suivre un phénomène. Là. On peut faire des lignes qui vont avoir différents sommets, si on veut, pour avoir une distance. On peut créer aussi des mesures de surface. Mais tout ça, ces mesures-là vont être des mesures éphémères, c'est-à-dire que dès qu'on fait autre chose, ces informations-là vont s'effacer, vont disparaître. Qu'est-ce qu'on fait si on veut garder l'information? On veut créer de l'information qui va nous durer, qui va rester avec le temps. Bien, ça, à ce moment-là, on s'en va vers créer une couche personnelle. Comment qu'on fait ça? C'est ici créer une couche personnelle. Disons, dans ce cas-ci, on va faire un polygone. Là, il s'est passé quelque chose, mais au fond, cette couche-là, elle est ici maintenant. Même là, j'ai cliqué 2 fois. Là. Et cette couche personnelle-là, c'est comme une coquille vide. Alors, il faut qu'on crée du contenu pour aller dedans. Il faut cliquer donc sur le petit engrenage et on va créer un nouvel objet. On va ajouter un objet à cette couche. On va tracer notre polygone. Là, je fais ça vite pour vous démontrer. Et là, notre polygone va se faire. Ce polygone-là, finalement, on peut changer le nom de la couche pour... on peut aussi changer la forme, notamment de rendre plus transparent le polygone. C'est toujours pratique de voir au travers. On peut choisir les couleurs également. Et on peut aussi faire afficher une légende. Lorsqu'une surface est créée, ben, le calcul de superficie est fait rapidement. Alors, cette superficie-là peut être affichée également. Alors, cette couche-là va être conservée en permanence. On peut à ce moment-là définir cette vue comme vue initiale et la prochaine fois qu'on revient dans notre infosol, disons, on va pouvoir revenir directement à cette couche-là. Une autre option, finalement, c'est qu'on peut, avec Infosol, importer des couches. Par exemple, si je veux aller récupérer des couches de la financière agricole, des couches de champ, je vais aller sélectionner mes fichiers. Pour un shapefile, on doit sélectionner les fichiers SHP, SHX et DBF. Alors, on va faire une importation live. Il faut connaître la projection des fichiers qu'on veut importer. Dans ce cas-ci, je sais que c'est des fichiers en latitude, longitude. Généralement, généralement, vous rencontrez des couches d'informations qui sont soit dans projection MTM, UTM ou Québec-Lambert, en plus de latitude, longitude. Alors, on va lancer l'importation. Ça peut prendre un petit 30 secondes. Il faut dire que il ne faut pas que ce soit des fichiers qui soient trop gros, qui soient très gros si on veut réussir à les importer. Alors, on a ici notre...
notre nouvelle couche. On va fermer le vieux menu et on va aller. Il y a une option aussi qui permet tout de suite d'aller zoomer sur l'étendue de cette couche. Alors, on va aller tout de suite zoomer sur notre couche. On va encore une fois là, j'essaie de changer la couleur du champ, mais le logiciel ne me permet pas. La couche est encore trop récente pour que les attributs soient comme définitifs de cette couche-là. Il y a plusieurs. Dès que la couche va être plus fermée, finalisée, si on veut, ça va être plus facile de changer les choses. Il y a plusieurs trucs qu'on peut faire pour ça, soit de sortir, déconnecter et revenir au menu, soit de changer de région ou revenir, ou il y a également la touche F5 qui permet de rafraîchir l'ensemble de l'information InfoSol et ça semble fonctionner également. C'est ça que je vais faire. Je vais faire un rafraîchissement de l'information contenue dans InfoSol. Tout à l'heure, j'avais défini cette vue-là comme vue initiale. Vous voyez que là, la vue de la Montérégie est rafraîchie, mais tout de suite, il m'a apporté à la couche qui m'intéressait, que j'avais définie comme vue initiale. Mais là, je veux retourner à la couche que je viens d'importer. Alors, je vais y retourner. Normalement, là, je vais être capable de changer les choses que je veux changer. Alors, je vais enlever je vais mettre de la transparence. Et ce que je voulais faire ici, c'est au fond, je veux sectionner mes polygones parce que j'ai validé que certaines couches de photos aériennes ont révélé qu'il y a des types de sols différents. Alors, je veux me créer des zones de gestion, mais sur l'ensemble de ce secteur-là, je peux faire une modification avec ma couche personnelle. Cette couche personnelle-là peut être modifiée. On appelle ça scinder un objet de cette couche. Alors, je peux aussi m'aider avec, en faisant apparaître les courbes d'élévation pour avoir une idée plus précise. Je veux isoler la section plus foncée où ce que j'ai vu sur le terrain qu'on a de la terre organique dans ce champ-là, dans le bas du champ. Alors, je vais créer cette zone-là et je vais faire un scindage de la couche qui va être fait en permanence et je vais aussi pouvoir faire afficher l'étiquette de relief. Alors là, normalement, mes données de relief vont avoir été, il faut que je les rafraîchisse parce que je viens de faire un changement à ma couche d'information. Et je vais retourner sur ma couche. On va pouvoir voir un peu la valeur de chacune des portions en superficie. Mes polygones, finalement, sont séparés maintenant. Et je peux même, on a ici la table d'attributs, j'ai ma superficie nouvelle de la petite zone. Et cette couche-là, je peux la réexporter. Un des trucs, c'est, par exemple, de l'exporter en mode KML. Puis la version KML va permettre d'ouvrir la couche d'information directement dans Google Earth. Avec un curseur de visionnement, je vais pouvoir me promener dans mon champ directement. Alors, le temps avant, je vais retourner, ça donne une idée pareille des différentes fonctions possibles dans InfoSol. Il y a également un dernier élément, c'est au fond la production de plans simples. On a ici, on peut mettre une légende au plan et créer. J'ai oublié, j'aurais dû changer le fond de carte. Et créer un plan rapide avec directement qui se crée avec InfoSol en PDF ou en PNG pour utiliser à d'autres fins. Alors, je vais tout de suite revenir à la présentation. On a essayé d'aller rapidement dans toutes ces étapes-là. Je voudrais vous rappeler qu'il y a toujours un guide utilisateur que vous pouvez utiliser pour vous donner plus d'informations sur chacune des étapes, sur chacune des fonctions pour vous avancer plus rapidement dans InfoSol. En conclusion, l'application ne peut pas comprendre à votre place ce qui se passe dans les champs.
Les couches d'information vous apportent plein d'indices, mais le travail d'analyse puis de réflexion doivent être faits pour faire les bons choix d'intervention puis de pratiques culturelles. C'est de chercher un maximum d'informations avec le producteur agricole pour cerner les bons problèmes puis les bons correctifs, faire des profils de sol, des analyses de sol, les historiques d'intervention, etc. Il y a d'autres logiciels puis d'applications géomatiques, dont plusieurs autres que je n'ai pas parlé, qui permettent, par exemple, d'analyser les cartes de rendement, qui vous permettent tous de fournir de l'information utile complémentaire concernant les sols et les cultures. Il existe d'autres imageries aériennes, etc. Alors, je vous encourage à utiliser de plus en plus ces outils-là qui vont devenir de plus en plus performants, accessibles, à coût abordable. Alors, je vous remercie et je prendrai des questions. Alors, merci à M. Poisson. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon. Je vais vous demander peut-être d'arrêter votre partage d'écran pour qu'on vous voit bien pour la période de questions. Si jamais vous avez besoin de retourner sur InfoSol, bien là, à ce moment-là, on partagera. Alors, on a eu quand même plusieurs questions. Vous pouvez les voir. D'ailleurs, je les ai publiées là, dans le petit outil de questions-réponses. Alors, dans le fond, il y a plusieurs questions qui sont quand même des petites questions rapides. Fait que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Fait qu'on va essayer d'aller vite. Fait que je vais y aller tout de suite avec la première question. On vous demandait, est-ce que l'usage de culture de couverture à l'automne dans les champs peut avoir une mauvaise incidence sur la précision des photos prises au mois d'avril? Bien, c'est sûr que s'il y a des photos qui sont prises au printemps suivant et que le sol n'a pas été travaillé, la couleur du sol va être moins visible là, sur ces photos-là. Mais on ne voudrait pas décourager les gens de faire des cultures de couverture. De toute façon, il n'y a pas des prises de photos qui se font à chaque printemps non plus, là. Alors, on profite des années où justement le sol est visible si on veut se faire une idée des teintes qu'on retrouve au printemps, tout simplement, là. Mais on privilégie justement de couvrir les sols parce qu'on risque de voir moins souvent d'érosion avec une meilleure couverture des sols. Merci. La prochaine question. Comment fait-on pour savoir quel mois la photo aérienne a été prise? Dans InfoSol, on a mis surtout les années. Alors, on n'a pas mis tout le temps le mois. Souvent, c'est de vérifier c'est quoi l'apparence, c'est quoi la culture. C'est sûr qu'au mois de juillet, souvent, juillet-août, on va voir les céréales comme déjà plus mûries et le maïs soya va garder une teinte verdâtre jusqu'à début septembre facilement, là. Alors, on peut déduire souvent les dates avec ça. Dans Google Earth, on a les dates précises, c'est-à-dire la date, le mois et l'année. Merci. La prochaine question. Comment accéder à l'imagerie aérienne d'été pour un producteur? Qu'est-ce qui est disponible dans InfoSol? Bien, ça varie beaucoup d'une région à l'autre. C'est sûr qu'on a différents choix. Le fonds Google est souvent un fonds d'été, ce qui est offert dans InfoSol. Comme je disais, on n'a pas dans InfoSol la date du fonds Google, mais souvent on peut aller voir Google Earth. Comme je disais aussi, Google Earth a une banque d'images qui est intéressante aussi, qui est complémentaire à InfoSol à cet égard-là. Mais on espère dans le futur, comprenez, c'est toute une question de droit d'utilisation, etc. Mais c'est sûr que si on peut avoir légalement l'option de rajouter ça dans InfoSol dans le futur, on aimerait ça aussi, là. Merci. La prochaine question, c'est est-ce que les données de hauteur de végétation dérivées des photos LIDAR sont fiables pour la détermination du degré de retour en friche des parcelles? Puis il a précisé aussi plus loin qu'il parlait du produit dérivé des données LIDAR disponibles sur Forêt ou Données Québec. Oui. Il y a un produit, effectivement, qui est distribué par le ministère des Forêts, Faune et Parcs. Il y a que nous, on n'a pas repris dans InfoSol, qui donne, par exemple, la hauteur de la végétation. Alors, c'est une couche d'information qui utilise à la fois la donnée du sol puis la hauteur du
la végétation. C'est surtout les forêts qui les intéressent. Alors, c'est sûr que là, ils font une couche qui déduit les deux informations pour avoir la hauteur des arbres, en fin de compte. Cette couche-là peut donner une idée de la hauteur des arbres des couverts forestiers. Je n'ai pas étudié à l'effet de quelle précision que ça a, mais normalement, ça peut être assez intéressant pour déterminer les peuplements matures, des peuplements plus jeunes, etc. Les friches, ça peut être encore plus fin, là. Ça peut être difficile à déterminer parce qu'il faut qu'il y ait eu un retour, une pulsation d'élévation du faisceau laser qui rebondit sur le petit arbre qu'on cherche à connaître la hauteur. Alors, c'est un petit peu limite là, comme précision si le couvert est très ténu. Merci. La prochaine question, c'est est-il possible d'extraire les données LIDAR pour une intégration dans des cartes spécifiques via des logiciels géomatiques tels que ArcView? Ça, à ce moment-là, c'est vraiment d'aller chercher la donnée sur le site de ministère des Forêts, Faune et Parcs. La donnée est téléchargeable gratuitement en données ouvertes. Fait que oui, ça se fait, mais de ce sens-là, mais pas par Infosol. Infosol vise à fournir une donnée qui est visionnable rapidement, mais pas téléchargeable. Je vais prendre une dernière question, mais sachez qu'il y a d'autres questions qui ont été envoyées, puis je vais vous les faire suivre, M. Poisson. Mais pour la dernière question, parce que là, l'heure avance, est-il prévu de faire périodiquement des relevés LIDAR pour une même région? Il faut comprendre que l'entièreté du Québec n'a pas été fait encore. Il manque toute la péninsule gaspésienne, le Bas-Saint-Laurent. Il y a des bons secteurs qui restent à faire, puis c'est supposé se faire en 2021. Je sais qu'il y a déjà question de refaire des secteurs qui ont été faits il y a 10-12 ans. Alors ça, on risque de voir ça, entre autres, la Montérégie, des régions assez peuplées. Il faut dire aussi, là, il y a une question que je vois, la date qui est reliée aux données LIDAR, qui est dans Infosol, il y a une couche d'information qui est fournie, qui vous donne la date, l'année de prise du relevé LIDAR dans Infosol. Fait que je vous invite à regarder ça et à consulter le guide de référence, d'aller trouver l'information pour ce qui est d'Infosol. Bien, merci beaucoup, M. Poisson, pour les 2 webinaires. Alors, ça a bien été. Je remercie tous les participants qui ont été là. Puis, dans le fond, on va vous envoyer un petit sondage là, pour d'évaluation pour le webinaire. Alors, bon dîner à tout le monde et puis à la prochaine pour le prochain webinaire en santé des sols. Merci à tout le monde.